Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On fait toujours notre petit tour habituel, un peu d'intraday ce matin et on va parler rapidos des cryptos. Il y a des petites choses à dire puisque, alors c'était peut-être cette nuit ou en fin de journée hier, non, c'était pendant la nuit, donc une petite bougie impulsive en 4 heures, ou bien en horaire, hein, belle impulsion, qui marque donc la fin d'un nouveau set de vagues, hein, donc on avait bien vu, on les compte, 1, 2, 3, 4, enfin bref, on s'en fout. Le principe c'est de dire, on est bien... Là, ça a du mal là ce matin sur TradingView, surtout avec ça. Voilà, donc on compte 1, 2, 3, 4 bottoms, et on voit bien donc les deux vagues de baisse hein, qu'on avait donc prévues. Le triangle semble donc pour l'instant la structure dominante. On est donc pour l'instant, tiens d'ailleurs ça fait un moment que j'ai pas utilisé nos bons vieux schémas héliotistes, je vais m'y remettre pour plus de simplicité. Donc là théoriquement on est au point C, on nous reste à former le... qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, non, non, c'est un triangle là que je veux. Bon, donc c'est 5 vagues, hein. Normalement c'est A, B, C, D, E, on appelle ça. Hein. Donc voilà, mais 1, 2, donc point 3, C, D et E nous reste donc à faire avant de normalement retrouver un schéma de breakout probablement haussier vu le triangle de consolidation. Donc je maintiens toujours le biais haussier. On a tenu donc cette ligne de tendance là. Pas celle-ci, et donc effectivement normalement un point 5 hein, qui est en lien avec la droite qui lie le point 1 et le point 3. Bon, c'est théorique, hein, encore une fois, on s'en fout, c'est juste de dire tant qu'on reste à peu près par là et qu'on reste au-dessus de ça, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc si vous voulez surveiller vos cryptos sans vous casser les burnes, vous mettez une alerte sur ça, il faut que ce soit croisé par le bas avec une clôture, et là on commencera à se dire qu'il y a peut-être quelque chose à regarder au lieu de regarder ce niveau horizontal. Voilà. Donc moi, il me semble que maintenant, c'est comme ça que je vais surveiller mon marché. J'attendrai qu'on ait réalisé la sortie de ce triangle pour placer mon canal. Hein. L'objectif, c'est de dire, là, bah, c'est bien, on a passé tout notre temps à plat. On aura corrigé 61% de la vague, alors que la précédente, on avait corrigé 76%. Et donc, petit à petit, les acheteurs gagnent de la force dans les rapports acheteurs et vendeurs, raison pour laquelle je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde dit ah, ben tout le monde pense que ça va monter maintenant, donc ça va baisser. Le raisonnement le plus stupide du monde, qui revient à dire à chaque fois que les gens font quelque chose, il faut faire l'inverse. Alors non, hein, on fera une émission là-dessus. La psychologie inversée, ça se met en place dans certains schémas de marché, pas tous. Il faut des éléments qui permettent de dire que le consensus se trompe, d'accord? Ça m'arrive, et d'ailleurs certains me le reprochent tout le temps, d'être toujours à l'envers et compagnie, hein. Ça, j'ai l'habitude de ce genre de critique, mais c'est de dire, parfois le consensus, on doit trader contre lui, c'est-à-dire de dire effectivement et d'utiliser cet argument, tout le monde est acheteur ou vendeur, et dans ce cas-là, moi je vais faire l'inverse. Ça se fait voilà, sous certaines conditions. On n'est absolument pas dans ces conditions-là, pour moi, sur le Bitcoin et l'Ethereum. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez l'impression que tout le monde est maintenant en train de passer acheteur que c'est une raison pour vendre. C'est même aussi con que ça pourrait l'être, puisque tout simplement, on est sur des fins de crack. Ici, il n'y a juste plus de vendeurs, si ce n'est des gens qui pensent qu'on va baisser pour aller plus bas. Mais l'objectif, c'est de dire, dans tous les cas, ces gens-là aussi sont tous d'accord pour dire qu'on va remonter ensuite. Il n'y a pratiquement plus personne aujourd'hui qui dit ah, Bitcoin ira à zéro. Voilà. Ou alors ils sont plus ou moins tous d'accord pour dire qu'on risque de retester une résistance avant et éventuellement de passer par zéro. Là aussi, et pour ma part, je suis tout à fait d'accord sur ces objectifs-là qui reviennent à dire si Bitcoin nous fait ça, par exemple, ça décolle, ça vient chercher les 6005 et que derrière, ça se replie. C'est ce qui va se passer. Hein. Mais si ce repli, au lieu de retrouver un peu de stabilité, de se stabilité par exemple vers 5000, ou même que ça revient tester 4000, c'est pas un problème si on fait ça comme ça. Hein, voilà. L'essentiel, c'est que derrière, si attaque baissière il y a, normalement, elle ne doit pas aller plus bas qu'eux. Et si elle y va, elle doit le faire de manière épidermique, c'est-à-dire pas tenir des prix là-bas. C'est-à-dire on peut très bien imprimer des prix à débile, c'est-à-dire revenir casser le plus bas, faire les 2900$ sur une mèche basse. Mais ça, on s'en fout. Normalement, on sera en buy and hold. Il n'y a que les imbéciles qui se font chasser sur ce genre de truc. Ce qui me gêne, là, bon, après... voilà. C'est si par contre on vient là et que la dégradation se fait comme ça, sans aucun soutien haussier, et qu'on revient sur les plus bas. Et qu'on tient des clôtures, c'est-à-dire qu'on revient se positionner là, doucement, dans une lente décrue. Là, franchement, sincèrement, pour moi, c'est de dire, là, on ira chercher les supports suivants, 2000 et compagnie, tout doucement, et il faudra une vague supplémentaire. Ça colle pas au schéma théorique,
encore une fois, mais on n'est pas ici pour prédire l'avenir, juste pour dire c'est ça qui a le plus de chances de se passer, ou ça et ça, et en fonction des probabilités associées, on prend plus ou moins de risques sur la position. Ici, comme on ne sait pas, c'est pour ça qu'il y a buy and hold. Buy and hold, c'est juste on autorise tous les mouvements de marché tant que ça ne va pas à zéro ad vitam aeternam. Et pour y aller, moi je pense que de toute façon, il faut revenir tester cette zone des 6000 et la rejeter. Si cette zone elle est vraiment rejetée et qu'elle installe à nouveau plus bas, là pour le coup, j'aurais un sentiment tout à fait différent sur les bitcoins, mais à ce stade-là, j'aurais des bitcoins gratos, puisque tout simplement, je les aurais revendus partiellement ici et j'aurais payé, récupéré mon cash et après le reste, ça m'intéresse plus. Ce sera soit ça vaut quelque chose dans l'avenir, soit ça vaut rien, et dans ce cas-là, je n'aurais rien perdu. Allez, non marché classique. Je fais un tour d'horizon graphique. Oh putain, d'accord, ça continue de chuter sur les boons. Les mecs, ils ont peur de rien, quoi. Donc, je pensais qu'on allait s'installer là à court terme. Hein. On a une target, on a tout ce qu'il faut en daily pour dire que c'est juste un excès à Gugus. Hein. Mais là, pour le coup, si on va vraiment s'installer sur des taux type japonais, hein, c'est-à-dire moins 0,20, des trucs comme ça, si on revient chercher ces zones-là, là, il y a vraiment un gros problème qui nous attend. Parce que ça, c'est pas possible pour la BCE. Hein. On est dans un marché totalement illiquide de la dette et la dette va bien être émise hein, dans une phase récessive. Les déficits publics arrivent, qu'on le veuille ou non. Hein. L'Allemagne, elle ne peut pas se permettre au bout d'un moment la rigueur budgétaire dans une phase récessive. Donc là, on fait le pari en gros que l'Allemagne va rester dans sa politique monétaire, zéro émission de dette. Et qu'elle va continuer évidemment de l'imposer au reste de l'Europe. Je ne suis pas certain que ça va passer. En tout cas, pas durablement. Alors ça peut passer effectivement 1 ou 2 trimestres, et dans ce cas-là, le boom sera peut-être un scénario à complètement anéantir jusqu'à nouvel ordre. Ce sera un échec purement et simplement. Hein. Pour l'instant, on est toujours donc dans cette structure ascendante, hein, c'est-à-dire en fait, je ne sais pas quand va se terminer cette putain de vague. Et j'attends. Elle est très longue, très chiante, et je comprends toujours pas la moindre logique là-dedans, hein, si ce n'est de dire, les taux aux États-Unis baissent, donc on les fait baisser en Europe. Oui, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'injection monétaire de la BCE qui justifie que les boons soient sur de tels prix, mais bon, il faudra m'expliquer un jour. Alors c'est probablement par d'autres mécanismes de financement hein, que la BCE maintient les bonds à des tels prix sur le marché secondaire. Hein, c'est-à-dire que sur le marché primaire, il n'y a pas d'émission de dette, il n'y a pas d'émission de bonds. Mais les bonds en circulation, hein, ceux qui ne sont pas encore expirés, c'est-à-dire ceux qui ont été émis au cours des 10 dernières années et qui s'échangent du coup sur les marchés secondaires, c'est pas normal que ça s'échange à taux négatif, un truc pareil. Bon, pour les maturités qui arrivent à expiration, là, ça va, mais pour celles qui vont arriver à expiration là, dans 2-3 ans, comment peut-on pricer ces bonds avec des prix moyens à 0,04, c'est-à-dire que vous perdez de l'argent, alors qu'en plus de ça, vous risquez de vous retrouver dans la merde avec des prix qui risquent de remonter sévèrement entre-temps. Et donc des prix d'obligations qui vont chuter. Hein. Voilà, c'est de dire, là, le seul truc que vous pouvez espérer aujourd'hui quand vous détenez des bonds, c'est revendre l'obligation plus cher. C'est la seule chose que vous pouvez espérer, c'est de dire c'est un pur marché à con, mais qui n'est plus du tout en lien avec la réalité. La réalité, c'est que du taux négatif en Europe, alors qu'on arrive en récession, il y a un problème. C'est la première fois que ça va arriver. Hein. Ça n'est jamais arrivé en fait d'arriver en récession avec des taux déjà à zéro. Normalement, on absorbe justement une baisse de taux pendant la phase de récession pour permettre à l'économie de forcer les gens, l'épargnant, à dépenser son argent. Là, c'est de dire personne n'épargne et il va falloir réussir à faire recirculer de l'argent qui n'existe pas. Donc, soit on va faire tourner la planche à billets comme il faut. Mais vraiment comme il faut, mais cette fois en récession, on connaît le mécanisme, hein, c'est-à-dire qu'en croissance, on a bien compris qu'on avait du mal à faire tourner les QE puisque ça ne procure pas l'inflation qu'on recherche, parce que ça tourne tout simplement dans les marchés spéculatifs. On va voir comment ça fonctionnera dans un marché baissier. C'est-à-dire que pareil, on n'a jamais vu ce que ça donnait un QE dans un marché baissier. Moi, je vous mets ma main à parier, enfin ma main à couper, que tout simplement, c'est comme tous les effets de corrélation. Quand vous êtes dans un marché haussier, vous alimentez la spéculation à la hausse, la prise de risque. Quand vous êtes dans un marché à baissier, vous alimentez tout simplement les shorts. Et là, c'est dommage. Hein, c'est-à-dire que là, pour le coup, si vous augmentez la liquidité du marché pour le faire baisser plus vite, alors que l'objectif, c'est un peu l'inverse, voilà, donc attention à ce que la BCE rentre pas dans ce jeu stupide d'un marché baissier alimenté en QE, parce que ça risque de lui coûter très cher. Parce que c'est un jeu dont on ne connaît pas tout simplement on connaît pas la sortie. Voilà, c'est de dire derrière méthode Japon, hein, c'est-à-dire on est obligé d'injecter toujours plus pour avoir quand même un minimum d'inflation. Mais par contre, quand ça chute, ça fait très mal. Hein, voilà. Donc il faut faire attention à tout ça.
Bref, ça, on refera une émission éventuellement dessus, sur la zone euro d'un point de vue purement financier, hein, pas éthique et tout ça, moi je m'en fous. Je pense que d'un point de vue humain, il n'y aura pas tant de dégâts que ça, mais d'un point de vue financier, l'Europe, là, ça prend une direction quand même un petit peu dangereuse, et je pense qu'un recadrage semblera nécessaire pour éviter un carnage financier autour de l'euro. Hein. C'est plus la thématique de l'euro qui est importante. Encore une fois, vos euros n'ont de valeur que celle que vous lui accordez. Hein. C'est-à-dire que si demain vous continuez d'utiliser des euros malgré une crise européenne, bah voilà, l'euro restera la monnaie. Si d'un coup tout le monde dit ah l'euro fuck off, on revient au franc, bah là vous allez voir c'est tout de suite une autre histoire qui va se mettre en place. Mais je pense sincèrement pas que ce soit le cas. C'est mon avis. Par contre, que ça devienne un gros merdier monétaire et politique en Europe, ça oui. Ça, je pense clairement que ça risque d'arriver et pas dans pas si longtemps que ça. Bref, on revient sur nos intraday, donc toujours le même cadrage qu'hier, rien n'a changé. Hier, le S&P est donc venu tester le bas de la zone, sans, ou alors timidement en installant un plus bas. La grande question est donc, ce matin, est-ce qu'on rechute ici sur le niveau? On est bien bear dans un cycle vendeur, pour l'instant, d'essayer d'installer un sommet descendant. Alors, c'est de savoir si du coup on peut considérer ça comme du coup un mouvement baissier. Bon, moi de toute façon le S&P 500, j'ai pas pris de profit ici. Donc c'est ce que je vous expliquais hier, malgré le signal que je vous ai donné là et qui était très bon. Je n'ai pas tradé cette zone-là pour la simple et bonne raison que moi je peux pas. Si je fais ça, je m'expose encore plus sur le même scénario. Je suis déjà en levier max de ce que j'autorise sur un trading d'un actif. Donc là, je suis en max sur un trade swing. Je ne vais pas m'amuser à racheter, à remettre du levier en intraday là-dedans. Voilà. Donc je ne fais pas ce jeu stupide. Pour l'instant, j'attends tout simplement des vraies validations du scénario. Ça, c'est une première étape de validation. J'aimerais la confirmation par l'enfoncement tout simplement des premiers bottoms qu'on a mis ici. Puisque là on a donc cassé ce support, mais attention à ce qu'il ne nous refasse pas le coup de celui-là. Hein. Regardez là, on avait bien cassé le support, et puis pourquoi on s'était offert ça derrière, personne ne comprenait. Donc là, attention à ce qu'il ne nous refasse pas la même, de nous dire ah bon ben voilà, on casse ce support, puis bon ben on va le reprendre en tant que support, et puis on va aller plus haut. Hein. Donc c'est pas impossible, et comme c'est pas impossible, si vous renforcez que vous abaissez vos stops, tout simplement vous donnez l'opportunité à Wall Street de venir tout simplement vous foutre hors jeu. Et c'est la chose à ne surtout pas faire maintenant. Donc moi je ne renforce pas parce que je trouve ça extrêmement dangereux. D'un point de vue graphique, c'est tout à fait mature pour renforcer. C'est-à-dire que si vous avez de la marge pour le faire, hier il fallait le faire sans hésitation. Aujourd'hui, on va peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin. Dans ce cas-là, votre position d'hier, elle est à break-even parce que vous l'avez eu normalement tout en haut. Et dans ce cas-là, si on vient la chercher, vous attendez et puis vous reprenez cette même position un peu plus haut aujourd'hui sur les niveaux qu'on va identifier. Donc il est où aujourd'hui notre contexte 15 minutes? Puisque là, pour l'instant, le rejet d'hier n'a pas permis d'aller chercher le support. Donc là, attention, ça peut être toujours la même vague à la con qui va essayer d'aller repousser aujourd'hui et normalement, on doit déborder 28-37. Donc c'est normalement au-dessus de cette zone-là que la vente se met en place. Je vous avais toujours noté cette fameuse zone des 28,43 de la semaine dernière, qui est donc le POC de la séance qui avait précédé la Fed. D'accord ? Donc ici, la grosse séance d'échange, là où ça avait bien bataillé, c'était le prix moyen de cette bataille. Les vendeurs ont gagné cette bataille. Hein. Pour l'instant, les prix ont largement rejeté ce truc-là, malgré l'installation de ce nouveau sommet encore toujours plus incompréhensible pour moi que ça, mais de dire, voilà, bon, un petit 28, 42, 43 aujourd'hui, pourquoi pas? Voilà, on va regarder la structure du cash pour voir ce qu'on peut faire là-dessus. Comment s'est clôturée la journée d'hier? Une journée hésitante. Et donc ce matin, Wall Street, la zone européenne, a plutôt envie de dire, bon, moi j'ai plutôt envie, si possible, d'essayer d'aller tirer vers la partie haute de ce truc-là pour essayer de casser le plus haut. C'est ce que semble dire le marché là. Maintenant, attention, déjà la session européenne n'est pas finie, et puis entre midi et deux, il peut se passer des choses. Aujourd'hui, de mémoire, on n'a pas beaucoup de catalyseurs à surveiller. Voilà, bon, je dirais que c'est pas vraiment très. Alors, la balance commerciale, oui, à la limite. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit. Voilà, de toute façon, ce sera encore négatif, comme d'hab. Il n'y a pas de grande surprise à ce niveau-là, je pense, à espérer. Donc, pour l'instant, moi, j'attends sagement de savoir si on va installer un petit plus haut aujourd'hui. C'est possible, en 15 minutes, comme on le voit. Pour moi, je ne vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que moi, je vois bien les deux vagues de conso. La grande question est de se dire, on est allé plus bas ici. Donc théoriquement, oui, il y a une deuxième vague de conso qui est possible. D'accord, c'est de dire, ça fait A, B, cet après-midi, on se fait un petit C, et puis ensuite, on se remet une petite cartouche à la baisse tranquillement. Ça, on n'en a plus besoin. C'était pour nos clôtures hebdomadaires. Donc là, voilà, théoriquement, dans ce truc-là, on se dit, on a déjà bien réagi.
on a déjà bien fait le job. Ici, on est en train de rechercher une vague 2. Ça se fait normalement dans cette zone-là. Voilà, donc on peut dire, on va chercher la partie haute de cette zone cet après-midi, donc dans un schéma de 2 vagues qu'on voit beaucoup plus clairement du coup au final sur le cash que sur le marché futur. Hein. Le principe d'Elliott, encore une fois, c'est pas de dire sur le marché futur, on a fait ci, on a fait ça. Le vrai marché, c'est le marché cash. Et la psychologie d'Elliott, c'est de dire les acheteurs poussent tant de fois, les vendeurs poussent tant de fois. Donc là, le principe, c'est de dire, si vous regardez sur le futur, on pourrait dire, ah oui, il y a une première poussée ici, puis ça, c'est une vague de hausse. Voilà, souvent, dites-vous, dès que vous allez essayer d'analyser, souvent le cash a beaucoup plus de visibilité. Là, on voit bien qu'ici, au final, le plus bas, il est là. D'accord, c'était ici que l'impulsion baissière, c'est fini. Et elle s'est donc faite en 3 schémas. Un premier avec un gap, d'accord, donc ça, c'est ce qu'on appelle la vague étendue. D'accord, 3 et 5. Donc là, en fait, on voit bien que le schéma, c'est un schéma de leading diagonal. D'accord, c'est-à-dire 1 étendu, la vague la plus longue, la 3 et la 5 plus courte, mais qui passe quand même sous la vague 3. Ce schéma, normalement, suit une correction de type ABC, A, B. ABC, ça veut dire qu'il y a une impulsion haussière et une deuxième qui suit. Moi, je vois qu'une impulsion haussière pour l'instant. Je pense que ça, c'est la phase de conso et qu'aujourd'hui, on peut tout à fait se péter la deuxième. La deuxième vague, elle doit donc déborder 28-29. D'accord. Et normalement, en général, je pense qu'on va aller chercher 76,4 dans ce cas-là, puisque 61,8 ayant été testé hier, et apparemment ça ne suffit pas. Peut-être voilà, remonter, chercher cette zone des fameux 28, 42, 43. Et je pense qu'ici, on pourra dire au revoir à notre marché en hebdomadaire une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que là, on revient faire mumuse, on vient tester ça, histoire de faire acheter les cons. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe? On rejette et on va clôturer la semaine tout en bas. En gros, aujourd'hui, on va chercher la résistance. Demain, on commence à baisser. Vendredi, on clôture tout en bas. Et on fait donc la fameuse Evening Star hebdomadaire. Et là, bah, je souhaite bien du courage aux acheteurs derrière pour réussir à inverser le mouvement vendeur hebdomadaire dans un cycle vendeur hebdomadaire et ainsi de suite, qui risque d'arriver sur leur gueule ensuite. Donc en intraday, bah voilà. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est là où il y a une vente à faire pour ceux qui n'ont pas pris celle d'hier. Ceux qui ont pris celle d'hier, bah, vous la sortez, vous reprenez celle d'aujourd'hui ou vous gardez celle d'hier avec une gestion du risque au sommet historique, enfin pas historique mais au sommet annuel, et vous patientez gentiment là-dedans. D'accord. C'est à trader donc dans le futur, je pense. Mais normalement, vous verrez ces prix arriver sur le cash. Donc vous faites comme vous voulez. Le signal, je pense qu'il peut être traité autant en futur qu'en cash, puisque dans tous les cas, les deux marchés corroborent ce scénario-là, hein, de dire on est sur des vagues qui montent, et ici, normalement, on doit donc déborder ce fameux contexte. Hein. Donc je pense, c'est, comme on avait dit, un minimum 28-37, et en débordement au cours de la session américaine, normalement, je pense qu'on pourra atteindre ces zones-là. Évidemment, si la structure est cassée, c'est-à-dire si le sommet d'hier tient et que là on se replie et qu'on vient ouvrir à Wall Street ici, bah, tout simplement, je pense que c'est bear et il n'y a pas besoin de se tortiller le cerveau. Hein. C'est-à-dire si on ouvre là-dessous, là, si on ouvre à la baisse à 2008, je pense que ça peut sans problème arracher le contexte de support pour commencer une vague de tendance. Et dans ce cas-là, on aura fait la leading diagonale ici. Et je vous rappelle qu'à la suite d'une leading diagonale, c'est pour cadrer le schéma aujourd'hui, hein, c'est pour dire, normalement, ce qui me semble le plus probable, c'est de continuer à retracer un petit peu plus profondément sur la partie cash, parce qu'il me semble qu'il manque une deuxième impulsion haussière dans ce schéma correctif. Mais comme vous avez une leading diagonale, dans la psychologie Elliotiste et dans la psychologie de marché, ça veut dire que là, les acheteurs sont en train de prendre la main et que, ayant pris la main, la prochaine vague est systématiquement la vague de tendance, c'est-à-dire la vague 3 sera normalement la vague étendue de ce schéma, c'est-à-dire du schéma majeur qu'on est en train de construire avec une vague 1, une vague 2 qu'on est en train de faire, normalement suivra une vague 3, longue et étendue, donc minimum 161 voire 200 de la vague 1, d'accord ? Donc normalement, je pense qu'on va glisser sous ce support ici. Et question, est-ce qu'ici on trouvera du support à 161,8 ou est-ce qu'on va carrément s'enfoncer pour chercher beaucoup plus bas? Je vais vous montrer les schémas qu'on peut identifier. Normalement, on suivra une vague 4 de conso avec un faible niveau de retracement et une 5 qui vient normalement chasser un peu plus bas que la 3. Pour moi, le schéma, c'est ça, hein, c'est de dire, ici, on a une leading, donc normalement, la prochaine vague, dans tous les cas, c'est celle qui nous intéresse pour shorter la tendance, l'installation d'une première tendance baissière, d'accord, qui sera elle-même une première vague de baisse dans un schéma correctif plus profond, puisque là, on est en train d'initier des mouvements à horizon hebdomadaire. Hein, donc là, effectivement, les schémas qu'on a en 15 minutes, ils ont des développements beaucoup plus importants que ça.
Euh, donc ici, on va voir si on peut faire ça. Voilà, normalement c'est dans cette zone-là. C'est de dire c'est ici qu'on va trouver normalement notre objectif pour la vague 3. Je ne sais pas où. Hein, et ça peut aller jusque-là, jusqu'à 2634. Bon, ça me paraît un peu loin 2634 pour le S&P 500. Mais bon, pourquoi pas, hein, ça reste quand même à la hauteur des conneries précédentes. Et ça me surprendrait absolument pas. Donc attention à pas dire on arrive ici, je prends mes profits obligatoirement. Hein. Ça peut, je vous dis, ça peut dérouiller jusque là sans le moindre problème à Wall Street. Hein. Rappelez-vous ce qu'on avait connu par le passé, ça n'aurait pour ma part absolument rien d'anormal là-dedans. Voilà. Donc notez bien quand même, donc toujours pareil. Est-ce qu'on peut utiliser les fourchettes sur le cash? Je suis pas spécialement super fan. On va voir si elles ont un intérêt quelconque. Alors, hop. Normalement, j'utilise pas les fourchettes hein, sur le cash, mais là, je veux juste voir si ça permet de mettre en valeur les zones techniques que j'utilise là ou pas. Tac. Voilà. Ok, non, pas vraiment. Hein. Là, ça fait pas un super bon boulot. Merde, mais non, mais je fais n'importe quoi, moi. C'est pas ça que je veux faire. Le pitchfork doit se faire sur les 3 sommets qui précèdent. Voilà, on va te mettre là, toi. Voilà. Donc c'est là. Voilà, je dis n'importe quoi. Si je fais pas bien mon travail, forcément, ça marche moins bien. Ok. Voilà. Ouais, bon, ça met bien en valeur hein, cette fameuse zone là, pareil du 76,4. Hein, donc c'est bien par là que d'un point de vue pareil, pitchfork ici, ça donne cette même zone. Je préfère ici par contre quand même prendre le futur. Hein, voilà. C'est-à-dire, c'est la même chose qu'on avait hier. Hein, voilà. Le futur nous donne cette même zone, hein, là, voilà, zone cluster des 28,43 sur nos fourchettes. La même fourchette, hein, donc faite de là à là à là, hein, elle nous donne effectivement des reprises vendeuses normalement ici. Et une fois qu'on aura ça, je pense qu'on pourra donc effectivement installer nos fameuses tendances. Allez, on surveille la partie européenne, donc DAX en cash et en daily, pour ceux qui traitent la zone euro. Hein. Bon, je prends le DAX encore une fois, hein, mais vous pouvez répliquer le schéma sur le CAC. Donc en daily, la structure absolument pas haussière, hein, le niveau de retracement ici extrêmement faible, donc toujours le même schéma, hein, d'accord. Panique boursière en zone européenne, hein, c'est l'enfer, chez nous il ne faut pas acheter, alors que c'est ici qu'il faudra faire les meilleures affaires bientôt. Et pourtant, voilà, les États-Unis, trop forts, ils ont déjà retracé 61% de leur baisse de vendredi dernier, c'est juste waouh. Donc le côté waouh à Wall Street est toujours là, hein, ne vous inquiétez pas, tant que le dollar s'effondre pas, ça n'arrivera pas. Donc on va jeter un coup d'œil au dollar. Hein, pour moi, c'est vraiment lui le juge de paix. Et je vous ai dit hier de surveiller la zone 61 qui a été testée et qui rejette violent. Hein. Elle rejette tout sec. Donc moi, je l'ai pris ma vente sur le dollar hier. Attention, ça peut monter un tout petit chouïa plus que ça. Puisque là, je parle sur les swings, hein, d'accord. On voit bien les deux impulsions. 1. Voilà. Donc là, soit ça dérouille et je commence à passer sur les breakouts baissiers. Hein, c'est-à-dire là, les vagues de tendance. Hein. Soit tout simplement, on remet un petit coup de rein pour venir chercher 97,23. Mais moi, pour ma part, il y a tout ce qu'il faut ici pour être vendeur. On a bien les cycles, hein, voilà, donc il n'y a pas de souci. Hein, 2 cycles de hausse, paf, 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 A, B, C. Le C est plus court, on se redirige vers les supports, ça casse, je pars en tendance directe. Donc pour l'instant, je surveille. Je pense qu'on est mature, hein, du coup, sur les tendances euro-dollar et toutes ces conneries. J'attends juste que le dollar s'effondre. Quand le dollar s'effondre, Wall Street perdra tout son avantage. C'est-à-dire que là, au lieu de voir la zone européenne se ratatiner et Wall Street toujours espérer plus haut, vous aurez l'inverse. C'est-à-dire Wall Street va carrément s'effondrer et derrière, on fera tout pour essayer de sauver les meubles en zone européenne. La mécanique va complètement s'inverser au moment où le dollar va initier sa tendance baissière. Puisque d'un coup, tout le monde comprendra que l'euro-dollar est haussier, et on dira, ah ben merde, donc du coup, où est-ce qu'il faut mettre l'argent? Bah en euros, et où est-ce qu'on va stocker la valeur? Bah en euros, et du coup, où est-ce qu'on va investir? Bah sur la zone européenne. C'est aussi con que ça, voilà. Donc les capitaux vont probablement sortir du dollar pour aller s'investir sur des actions européennes qui sont beaucoup moins chères, hein. On est à un PER de 24-25 sur le S&P 500, PER de 14 en Europe. Bon, voilà. Moi je vous dis juste comme ça, c'est quitte à acheter du risque en zone européenne, au moins vous avez une espérance de rendement derrière. Que à Wall Street, là, mis à part acheter des trucs qui risquent de se faire dézinguer de la moitié de leur valeur, je vois pas trop ce que vous pouvez faire comme sorte d'investissement ici.
Donc ça, encore une fois, mon rôle, c'est d'avoir un coup d'avance, hein, pas de traiter le coup de maintenant, mais je parie toujours que le coup d'avance, c'est Wall Street qui réalise que des PER de 24 dans un marché en récession globalisée mondiale, ou en risque de récession globalisée, on va dire ralentissement, puisque c'est le mot du moment qui cache le mot récession, mais les gens préfèrent utiliser des mots moins violents, donc on va utiliser leurs mots, donc le ralentissement économique, on va se rendre compte que au final, il n'épargne pas du tout les États-Unis, et comme ils ont tout pricé au best, c'est chez eux qu'on détruira le plus de valeur, et je pense que du coup, cette valeur, elle ira se réinvestir partiellement ailleurs pour rééquilibrer les déséquilibres énormes qui ont été induits par tous ces rachats d'actions et autres conneries du genre. Hein, quand, pour l'instant, on était dans le thème de dire, bon, la liquidité est insuffisante, et elle est biaisée du coup par des rachats d'actions, c'est-à-dire des effets temporaires qui ont des effets négatifs connus et qui ont des effets négatifs dans l'autre sens. Hein, voilà, c'est de dire derrière, le couteau va couper dans les deux sens, quoi. Et forcément, quand on va se taper le mauvais côté des choses, il va falloir le payer. C'était ce que je vous avais dit, la baisse sera plus volatile sur les actions qui ont racheté leurs titres. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc tous les Apple et compagnie, hein, tout ça, quand ça va chuter, ça va faire très mal. J'attends toujours mon breakout sur Tesla. J'ai pris mon dernier renfort hier. Là, je parle pour le portefeuille swing, hein, et après, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai vendu Cisco aussi. Alors, je vais la mettre en rouge. Voilà. Donc, Cisco, ça a été vendu hier. Je ne vends pas encore Microsoft et Visa. Elle me semble pas. Je l'ai dit, hein, je le ferai vendredi pour Microsoft et Visa. Cisco, j'anticipe un peu et j'y suis allé tout doucement. Je risque que 1% pour l'instant avec un stop de 5%. C'est-à-dire le stop n'est pas au sommet historique, hein, le stop pour moi est plus haut, là, il est vers les 55, un truc comme ça. Et donc j'attends de voir. Voilà. Si ici, en gros, on a déjà fait notre ABC, hein, c'est la structure que je vous ai donnée avant, hein, c'est de dire si on a fait 1, B, C, et là on commence à rebaisser, évidemment, je prends la vague ici, mais j'autorise qu'on aille un peu plus haut aujourd'hui, et ça ne me poserait entre guillemets aucun souci majeur. Mais il me semble qu'ici, voilà, la structure pour moi elle est faite, hein, je vois bien le A, B, C, voilà, et ici ça teste, on va voir si aujourd'hui du coup il y a un nouveau flux haussier. Mais évidemment, là, si on va chercher le sommet historique, hein, j'autorise un petit débordement, raison pour laquelle j'ai mis 5% de stop. Je suis rentré par là, hein, donc 5% de stop, ça me fait un bon... voilà, je peux autoriser jusqu'à 56 $, je crois. Bon, c'est par là, hein, mais je sais que j'ai mis 5% de stop, donc c'est vraiment, je pense, 56 $ pour en invalidation. Donc là, je ne suis pas certain qu'on n'aille pas chercher le sommet historique un petit peu à court terme, donc voilà. Par contre, si ça repart carrément en vertical, toujours plus fort, toujours plus loin dans les bulles, évidemment, hein, je ne risque pas plus que ça. Et le stop en capital ici me coûte 1%, donc j'ai un levier assez faible. Hein. Voilà. Pour l'instant, donc je trempe l'orteil dans Cisco. Évidemment, en cas de clôture hebdomadaire baissière, là, je vais y être un petit peu plus agressif. Donc Tesla, pardon. Ok, même chose, hein, pour Tesla, 2 vagues de hausse. Je pense qu'on est mature pour se péter la tronche aujourd'hui. La question est donc, est-ce que Wall Street s'offre un petit sommet de plus? Et dans ce cas-là, on peut éventuellement imaginer Tesla revenir un peu plus. Mais donc voilà, moi ça a été vendu là, hein, le signal, la zone, tout ce que je voulais, la target, le niveau Fibo, bon bref voilà, la totale. Donc là pour l'instant, le schéma pour moi revient à dire, voilà ce qu'on essaie de construire. Alors il faut... Toujours pareil, hein, essayer de donner un schéma à ce truc-là. Moi, comme je vois qu'on est à la préparation de grosses, mais genre très grosses vagues de tendance, donc pour moi, ça fait 1. Aïe, voilà. D'accord, 1, 2. Ok, et là, je pense qu'on est toujours en train de préparer la vague de tendance, c'est-à-dire j'attends le breakout de la 3, hein, et le breakout pour moi va arriver ici, hein, donc c'est de dire, attention, sur le schéma majeur de Tesla, je pense qu'il reste encore pas mal de monde à faire. Donc ne soyez pas trop pressés sur Tesla, hein. Moi je pense que ce qui nous attend c'est un truc comme ça, c'est-à-dire la phase de break et d'accélération, et ça pour moi c'est des sous-vagues, c'est-à-dire sous-vague 1, d'accord, qui va précéder normalement la tendance. Donc là pour moi c'est l'accumulation, hein, toujours pareil, qui revient à dire, là vous voyez à chaque fois on rejette ce contexte, donc c'est de dire, là on est en train d'accumuler en 4 heures, d'accord, contexte 4 heures, et regardez, 1, ça passe pas, et là ça veut toujours pas, hein, accélérer, ça va venir, hein. Je dis Tesla, c'est instantané. Le moment où ça va breaker, c'est BAM! C'est gros breakout. Évidemment, je vous dis, il faut breaker une ligne de tendance. Donc là, le principe, c'est de dire, ah, pour l'instant, non, on n'a pas trop envie. Tesla, c'est pas... Voilà, donc attention, ça lutte, mais est-ce que ça, c'est un schéma de reprise haussière? Pour l'instant, c'est possible, mais attention à ne pas mettre à ne pas aller trop vite. Hein. C'est de dire, pour l'instant, on tente un truc sur Tesla, c'est-à-dire on tente de dire, oula, on va piéger des vendeurs, pour ceux qui y sont allés un peu fort, on va juste essayer de leur péter les stops, hein. Donc ça essaye de remonter, mais là, dès qu'on retombe, hein, c'est la porte ouverte. C'est-à-dire ici, on a tenté le coup, c'est pas passé. Pour l'instant, ça passe pas.
Donc attention, hein, on y va tout doux sur Tesla. Je renforce hier parce que je pense qu'on va rebaisser et qu'on va y aller tête baissée, mais c'est-à-dire c'est sans frein, hein, on va y aller d'un coup. Et évidemment, donc j'attends toujours ce fameux breakout. La ligne de tendance, elle est là, elle est claire. Je ne vois pas par contre comment on peut casser la ligne résistante. Il y a toujours un flux de données complètement négatif chez Tesla. Moi, mes stops sont toujours par là, donc légèrement abaissé hier. Hein. J'ai renforcé que 15% hier, donc mes stops sont juste là. Toujours très largement au-dessus de cet objectif, de cette ligne de tendance qu'on ne doit normalement même pas revenir tester. Ça fait déjà 15 fois qu'en 4 heures, on rejette la canal de tendance. On peut peut-être aller revenir une nouvelle fois ici, mais normalement, je pense que c'est même pas nécessaire. Normalement, aujourd'hui, on envoie les breakouts et les clôtures vont probablement tenir aujourd'hui ou demain. Voilà, mais c'est de dire, si on baisse à Wall Street d'ici la fin de semaine, comme je le pense, Tesla, normalement, ça va être les premiers en ligne. Et il y a des chutes ici de 5 à 10% immédiates à faire. Hein. Voilà, c'est de dire, Tesla, là, ça dérouille, ça peut faire du moins 15 sur une journée, sans le moindre problème. Hein. Alors évidemment, ça va faire la une des journaux économiques. Hein. Donc plus on va parler de les trucs en négatif, plus ça va alimenter des ventes. Et je vois difficilement comment de toute façon, ayant franchi les 250 à la baisse, Tesla pourra justifier des achats d'actions. Hein. Voilà. Donc Tesla, entre guillemets, une fois que ça brise 250, ça va faire les news, tout le monde va en parler, les gens vont se dire « Ah merde, j'ai acheté une merde, Tesla m'a niqué quand il me parlait de ses 420 ». Du coup, ici, évidemment, ça va casser, et en plus, les gens vont revendre leurs actions Tesla. Donc l'installation, normalement, pour ma part, du schéma tendanciel que je prépare depuis plusieurs années et qui aura quand même pris un sacré bordel de temps au-delà de ce que j'espérais. Voilà, c'est tout pour le portefeuille. Donc je vous invite toujours à beaucoup de prudence et on verra demain ce qu'il en est. Je pense que le swing baissier, c'est demain qui va se mettre en place. C'est demain qu'on devrait retourner chercher les supports, commencer à les casser et vendredi, normalement, la séance de capitulation qui préparera normalement une semaine prochaine assez punchy, si je ne me trompe pas.